Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Gotchar, votre podcast hebdomadaire d'information automobile. Cette semaine, ce sera d'ailleurs une émission qui sera pas mal centrée autour des nouvelles, mais avant ça, je vais quand même en profiter pour faire l'essai de la Lexus LC500 convertible version performance. Et moi, du côté des nouvelles, je vais vous parler de toutes sortes de choses, de grève de la faim, de Cadillac qui vaut 300 fois mes avoirs, et même d'une voiture à 140 millions de dollars. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard, et vous écoutez Gotchar. Alors, William et sa célèbre chorégraphie toujours en fonction. Un jour, faut la filmer. Ben, un jour, on fera un format vidéo, puis là, vous allez pouvoir voir toutes nos chorégraphies pendant le thème. Mais entre-temps, on va parler d'essais automobiles, parce qu'après tout, on est ici pour ça. Tu veux pas qu'on vende ton talent de danseur? Non, parce que ça, il va falloir te faire chanter, puis tu sais comment t'es quand tu commences à chanter. Je sais comment je suis quand je commence à chanter. Je sais surtout comment sont les autres quand moi, je commence à chanter. Ça, c'est une autre affaire. En tout cas, alors effectivement, tu as raison. On est là pour parler d'automobile. Et la voiture dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la Lexus LC500 convertible. Je dois le dire, j'aime cette voiture-là du plus profond de mon cœur, surtout pour son look. Faut que je sois franc, là. C'est une des voitures les plus belles que Lexus a produit depuis fort longtemps et une des plus belles sur le marché actuellement. Dans sa version originale, quand je l'ai essayée la première fois, elle était grise argent. Elle avait presque l'air d'un prototype. C'était assez impressionnant. Celle que j'ai actuellement, elle est plutôt orange brûlé, toit noir. C'est vraiment magnifique. Elle est superbe. Et c'est une voiture qui a évidemment des performances qui sont aussi à faire rougir tout le monde. On parle quand même d'un moteur V8 5 litres de 471 chevaux et de 398 livres-pieds de couple. Tu vas me dire, c'est intense. Oui, c'est vrai, ça l'est pas mal, malgré le fait que la voiture soit quand même assez lourde. Donc, c'est pas si rapide que ça en termes de performance. Là. Ça fait le 0-100 en 5,5 secondes, ce qui est suffisant, tu me diras. Là. Ce qui est pas une Mais accélération trop intense, cependant. non, non, on n'est pas dans la nature des Ferrari, là, tu sais. Ça n'a rien à voir. C'est une voiture de tourisme avec un style particulier. Une voiture qui est très lourde, qui fait 4500 livres, qui est assez imposante, là. Elle fait 4,8 mètres de longueur à peu près. C'est assez important. Donc, c'est pas une voiture qui est nécessairement là pour faire des performances à n'en plus finir, mais elle est quand même offerte, il faut le dire, avec ce qu'on appelle le package, si tu me passes l'expression, avec le groupe d'options de performance qui lui donne, il faut l'avouer, des éléments encore un peu plus efficaces au niveau de la dynamique. Par exemple, tu sais, juste au niveau de je sais pas moi, de ce qu'on propose, il y a les sièges qui offrent maintenant vraiment, vraiment comment je pourrais dire, des façons de s'asseoir. On est vraiment supporté. C'est assez exceptionnel. On a toutes sortes d'éléments de cette nature-là qui font qu'on a vraiment un véhicule qui est exceptionnel à beaucoup de points de vue, au niveau de la conduite, entre autres, au niveau du bruit du moteur. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le bruit du moteur de ce véhicule-là. C'est spectaculaire. On arrive vraiment avec quelque chose là, qui est. Écoute, le bruit de ça, tu n'as même pas envie d'allumer la radio. Là. C'est vraiment un gros V8 5 litres, comme on peut le voir. Bref, tu as toutes sortes d'éléments, mais il faut savoir que le groupe performance, c'est une option de 17 800 Ouais, hein? sur un véhicule qui en vaut déjà 124 000. Bah, rendu là. Fait, Rendu là. ouais, c'est ça que je me dis. Là, mais bon. Mais sérieusement, écoute, c'est un véhicule qui est exceptionnel. C'est un véhicule, cependant, dont l'ergonomie intérieure est peut-être pas sans reproche. Bon, la façon dont, par exemple, on change les modes de conduite, c'est une espèce de molette qui est logée en haut de la planche de bord.
pas évident nécessairement derrière le volant. Le système d'infodivertissement, c'est l'ancien système Lexus avec l'espèce de pavé tactile, comme tu retrouves sur ton ordinateur. C'est parfait sur ton ordinateur parce que tu roules rarement 50 km/h avec, tu sais, mais Tu en vas rarement voiture. en position conducteur. Exactement. Mais là, ben, c'est effectivement, tu dois glisser ton doigt sur le pavé tactile, aller sélectionner le bon endroit. C'est sûr qu'on finit par s'y habituer, mais moi, je trouve ça éminemment détestable. J'ai déjà dit aux gens de Lexus que c'est la plus mauvaise invention qu'ils avaient pu faire. Et cette semaine, je suis allé, entre autres, au lancement, j'ai participé au lancement du Lexus RX, dont je vais vous parler un peu plus tard parce qu'il y a un embargo. Mais on a été heureux de voir qu'à l'intérieur du RX, on a finalement abandonné ce système-là. On arrive avec un système qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus intelligent, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Dans le cas de la LC, écoute, c'est une voiture qui est elle est à la fois d'une grande douceur et d'une grande capacité. Tu es capable vraiment de faire des accélérations qui sont quand même intéressantes sans être radical. Le confort est là tout à fait, bien qu'en mode performance, comme je te dis, c'est des sièges plus qui te soutiennent un peu. Mon seul petit bémol, en fait, il provient de la boîte automatique 10 vitesses. Quand tu la laisses en version automatique, elle est un petit peu lente en réaction, mais écoute, c'est vraiment parce que je cherche des défauts, là. Tu la mets tout simplement en mode manuel, puis tu rétrogrades manuellement, et c'est tout à fait agréable. Et je le dis, c'est une voiture au physique absolument impeccable. Elle est belle, elle est charmante, elle est incroyablement racée. Je sais que tu aimes beaucoup ce mot-là. Le mot racé et le mot stylé font partie dorénavant du vocabulaire de William. Mais c'est parce que tu l'utilises beaucoup puis ça me fait bien rire, là, racé. Je sais pas, c'est pas un mot que j'utilise souvent, là. Hey, le burger que j'ai mangé hier soir, il était vraiment racé, là. Non, ça s'adresse un peu moins à ça. C'est plus des éléments de design, évidemment. Et dans ce cas-là, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et tu vois, encore tout à l'heure, je me promenais, puis j'ai dû traverser un chantier, puis il y avait des travailleurs sur le chantier, puis j'avais le toit baissé. Et ils m'ont demandé, hey, c'est quoi cette auto-là? Je me suis fait poser des questions de la voiture en plein milieu du chantier. Alors, j'ai trouvé ça tout à fait charmant, mais ça donne une idée comment la voiture attire l'attention. Autre élément, et je dois t'en parler, c'est que tu as un système concierge dans la voiture. C'est-à-dire que quand tu le places en mode concierge, tu abaisses le toit, c'est la voiture qui gère la température à l'intérieur de l'habitacle. Mais pas juste gérer en fonction d'un thermostat, là. À un moment donné, quand elle a conscience que la température augmente, elle va démarrer le siège ventilé, elle va mettre le siège chauffant s'il fait trop froid, elle va activer tout ça. Alors bref, même quand il fait un peu plus frais, et la première fois que j'ai essayé cette voiture-là, c'était en hiver dans la région de Kingston, en Ontario, et je roulais le toit baissé, pas de manteau, parce que la voiture gérait tellement la température intérieure de belle façon que j'avais pas besoin d'avoir un manteau. C'est gentil de sa part. C'est très gentil de sa part. Pour info, ça vaut 125 000 plus 18 000 plus toutes les taxes. Et parlant de taxes, il y a une nouvelle taxe qui s'adresse depuis le 1er septembre aux acheteurs de véhicules de luxe de plus de 100 000 Donc, il y a un pourcentage. Pour un véhicule de 150 000, on parle d'à peu près 10 000 supplémentaires en termes de taxes de luxe. Donc, ça s'ajoute évidemment au total si vous achetez une Lexus LC qui est magnifique, qui est superbe, mais bon, évidemment, qui est un petit peu en dehors de ma fourchette de prix traditionnelle. Je suis obligé de le dire. Voilà. Hein? Je sais que toi, ça te préoccupe pas vraiment parce que t'étais pas dans ce niveau-là et je te comprends, mais moi non plus. Faut le Ouais, dire. non, c'est ça. Les chances que soit toi, soit moi, on se jette un véhicule de luxe de plus de 100 000 sont relativement minces, là. Ouais, ben, Somme toute, bien que de plus en plus ça augmente. La bonne nouvelle en passant pour la taxe de luxe, là, c'est qu'elle ne s'applique pas. Ben, bonne nouvelle. Oui, elle ne s'applique pas aux véhicules qui font plus de 3 300 kilos. OK? Euh, Pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est que ça permet d'éliminer, par exemple, les camionnettes, les pick-up et tout ça qui sont achetés pour le travail. Tu sais, les Super Duty et ces véhicules-là qui valent 110 120 000 que les gens s'achètent rarement comme. Tu n'achètes pas un F-250 pour le plaisir. Là, tu l'achètes parce qu'il y a une fonction. Donc, ça permet à ce moment-là d'éviter d'avoir ça. Je trouve que c'est une excellente initiative, une excellente nouvelle. Le bémol, c'est qu'évidemment, il y en a toujours qui réussissent à se faufiler. Ça veut dire, par exemple, que le nouveau Hummer électrique de GM fait maintenant partie des véhicules qui sont exemptés de la taxe parce qu'il pèse plus de 3300 livres. 3300 kilos. au moins, il est électrique. Mais au moins, il est électrique, effectivement. Parlant Ah, d'électrique, d'ailleurs, hein? oui.
La compagnie électrique par excellence, hein, quand on pense aux chars électriques, on pense toujours à Tesla, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr, nos amis de Tesla, qui sont réputés pour toutes sortes d'aventures exceptionnelles dans tous les genres. Oui, et là, ils ont même causé une grève de la faim, absolument, en Norvège, le pays qui se vante d'avoir le plus de Tesla par habitant. Ouais. Ils se vantent aussi d'être le pays où ils ont vend le plus de véhicules électriques, là. C'est pas juste les Tesla. On va quand même donner une chance aux Norvégiens, là. Non, bien sûr, mais en plus, ils ont beaucoup de Tesla, en plus, ils Ouais. aiment les Tesla. Tout ça ensemble. Et là, les propriétaires de Tesla norvégiens ne sont pas contents puisque leurs véhicules ont tous les mêmes problèmes que pas mal toutes les Tesla à travers le monde au bout du compte. Hein? Donc, ils ont des problèmes de logiciel, ils ont des problèmes de conduite autonome. On parle aussi de problèmes d'opération dans les températures trop froides, dans les températures trop chaudes aussi, des problèmes de rouille. En tout cas, voilà, un peu de tout. Et, comme des gens normaux, pour attirer l'attention de Elon Musk, ils ont décidé de faire une grève de la faim. On parle d'une vingtaine de personnes, propriétaires de 17 Tesla. C'est pas tous les propriétaires de Norvège, là, il faut le spécifier. Et bon, écoute, je te laisse deviner comment ça s'est terminé. Ça a duré 24 heures. OK. Et là-dessus, 16 des 20 participants ne se sont pas rendus à 24 heures. T'es-tu sérieux? Absolument. Hey, ça, c'est de la grève de la faim d'intense, hein? La réponse de Elon Musk sur Twitter. Voici un conseil que j'ai reçu d'un ami. Je fais des jeûnes de façon périodique et je me sens beaucoup mieux. Alors, on sent toute l'importance que M. Musk consacre à sa clientèle. Ah, j'ai de la misère. Écoute, Tesla, je suis obligé de dire qu'ils ont une technologie qui est efficace et qui fonctionne au niveau de la technologie. Mais pour tout le reste, pour l'attitude générale, pour la qualité d'assemblage et surtout pour le fait qu'ils sont tellement condescendants avec leurs propres clients. Écoute, il a tweeté ça 2 jours avant la véritable grève en soi. Là, il a tweeté ça le 28 août, tandis que la grève s'est déroulée même 3 jours avant parce que c'est le 31 jusqu'à aujourd'hui, si j'en crois bien les nouvelles, ou hier. En tout cas, le 24 heures était récemment. Il l'a fait avant, mais bon, on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un certain lien entre ce tweet-là, même s'il l'a pas dit spécifiquement entre ce tweet-là, et voilà le petit jeûne intermittent qu'ont fait certains propriétaires de Tesla. Au moins, il y a personne qui est mort, ça va. Non, effectivement, mais bon, que veux-tu, c'est toujours Il y a quelqu'un qui avait dit ça en philo, hein, à l'Université de Montréal aussi récemment. une Une grève de la grève de la faim. faim, ouais. Ouais, il y en a eu quelques-unes dans l'histoire. Rarement ont-elles été profitables, il faut le dire, par exemple. Euh, Ah, effectivement. Pas genre Gandhi, quelque chose comme ça? ouais, mais Pense là, à fond, ben là, ouais. on parle d'un autre monde un peu. Écoute, je veux là. pas comparer les 20 propriétaires de Tesla norvégiens à Gandhi, là, je voulais pas... On parlait simplement de grève de la faim, ok? Je trouvais que tu commençais à tirer un peu les choses. Parlant de choses que Gandhi aurait pas approuvé non plus, tu trouvais, toi, que ton char, il était cher? Tu pensais à 125 000 $ que t'avais une voiture chère? Ha! Tu n'as rien vu. Parce que Cadillac te dit, ça, c'est même pas la moitié de ce que nous, on veut charger. 300 000 $ pour la Celestiq, une petite berline électrique que eux appellent hyper de luxe. Ouais, et bon. Il faut dire que le look de la Celestiq est assez incroyable, mais je sais pas exactement ce qui justifie le 300 000 $. Je vais être franc avec toi. Je la trouve belle, là, puis déjà, elle a été aperçue à faire des essais en étant camouflée, mais j'arrive pas à trouver qu'est-ce qui peut justifier ce montant-là. Non, mais il y a un écran en arrière. Ouh! Écoute, c'est vrai que ça vaut 100 000 $. Non, mais comme je te dis, la grande particularité de la voiture, bien sûr, c'est qu'elle est faite à la main. OK? Donc, littéralement, une voiture qui est construite sur mesure pour chacun des propriétaires qui vont payer les fameux 300 000. Mais n'empêche, c'est particulier, là. Les sièges sont magnifiques. Moi, je trouve que l'intérieur a quasiment l'air
je sais pas, un mélange entre les vieilles voitures, tu sais, en cuir, surtout que les images qu'on a à l'intérieur est rouge, là, vibrant. Une espèce un mélange entre les vieilles voitures des années 70, 60, en cuir à l'intérieur, puis genre Tron, tu sais, c'est... Ouais, effectivement. Ben, en fait, on s'est inspiré un peu de l'héritage, justement, de Cadillac, bien entendu. On arrive avec un véhicule qui est absolument exceptionnel à plein de points de vue et qui est assemblé à la main. Bon, le look, moi, je le trouve absolument incroyable dans la partie avant. Je suis un petit peu moins séduit par la partie arrière, je suis obligé de te le dire, là. Euh, et bien sûr, c'est un véhicule entièrement électrique, tu t'en doutes, qui va être doté aussi de l'Ultra Cruise. L'Ultra Cruise, c'est la version, euh, comment je pourrais dire, c'est la version plus avancée encore que le Super Cruise actuel qui est déjà offert chez GM. Donc là, on parle d'un véhicule qui va être littéralement un véhicule autonome. Mais 300 000, je sais pas, c'est quelque chose que... En tout cas, Ouais. non, j'ai un peu de misère. Bien sûr, là, ça va être encore la plateforme Ultium, la même qui sert de base à tout. Euh, le, le- L'écran en avant va faire 55 pouces. Sauf que ce qui m'impressionne, puis bon, oui, tu parles de la qualité des C'est la sièges. grosseur de ma télé, ça, 55 pouces? Oui, exactement. Exactement. C'est quand même impressionnant, hein? Mais dis-toi que dans la Cadillac, pas dans la Cadillac, dans la Mercedes EQS, il y a déjà, c'est 56 pouces, je pense, le total. Mais c'est sur trois écrans, fait que c'est sûr que Bah. c'est facile à additionner, là. Mais ce qui me dérange un petit peu, en fait, ce qui me dérange pas partout, je ne l'achèterai pas de toute façon, mais euh, il y a... non, non, mais on va être réaliste, là. Euh, c'est que... Si t'allais pas t'en acheter une à 100 000, à 300 000, il y a encore moins de chance. Ouais, je suis d'accord. Mais tout ça pour dire que je trouve que l'intérieur a certains éléments qui rappellent la lyrique qui va arriver bientôt, là, qui est beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Fait que je sais pas. En tout cas, j'ai bien hâte de la voir en vrai. Oui, c'est sûr, c'est une inspiration. Tu l'as mentionné. En fait, chez GM, on dit que ça s'inspire davantage des moteurs d'avant-guerre, des voitures d'avant-guerre, entre autres, et de l'Eldorado Brougham qu'il y avait en 1957. Évidemment, j'ai pas les connaissances nécessaires. Et non, avant que tu fasses le commentaire, je n'étais pas là en 1957 pour voir la voiture. Et quand je connais ta date de naissance, là, je suis pas si pire que ça, là. Non, mais je prends pas de chance. Des fois, tu dis des choses pas fines. Fait que j'aime mieux être sûr que je Ben non, ça va, prévienne. là, je sais que t'es né entre le Jurassique puis le Crétacé, là. Merci, William. Ça C'est fait vraiment... plaisir, ça fait Ouais, toujours plaisir. c'est ça le problème. Ça te fait justement plaisir. Tu me Dans connais les si autres bien. nouvelles, mon cher, est-ce que tu as d'autres nouvelles à nous Oui, oui, ben oui, partager? c'est mieux que de rire de ton âge, hein. Oui, Buick aussi. Parlant de design qu'on trouve agréable, personnellement, je l'aime quasiment plus que le Celestiq du côté de Cadillac. On parle du Buick Envista. Si le nom vous dit rien, c'est normal parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de plan pour le faire venir ici en Amérique du Nord. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est que le nom en soi a été trademark. Là, vous me pardonnerez l'anglicisme, même ici, ben, du moins aux États-Unis. Donc, peut-être le verrons-nous un jour, mais plutôt le Envista, pour le moment, c'est uniquement en Chine. C'est pas vraiment étonnant quand on le sait, en fait, parce que Buick est très très populaire en Chine, pas mal plus populaire même qu'il peut être ici en termes de proportion du marché. Et l'Envista, en tout cas vous irez le voir, peut-être même on pourrait le mettre en image sur notre page ou sur le site web, mais je le trouve très beau, c'est un VUS un peu du même style que tous ceux qu'on voit récemment, là, on va se le dire, ça a des airs un peu peut-être de la Mach-E, ça a des airs un peu même de la Maserati Grecale, comme vous avez parlé il y a quelques épisodes. Ça me donne un petit peu des airs de ça, mais on parle quand même de quelque chose qui va être plus, disons, milieu de gamme que la Maserati. Là, ça a l'air d'être quelque chose de plus abordable quand même. Un moteur de 181 chevaux, 1.5 litres. Puis à l'intérieur,
honnêtement, ne l'ayant pas essayé, puis n'ayant pas plus d'informations que ce que Buick veut bien nous donner pour le moment, puisque les médias chinois en disent, ça a l'air franchement d'un VUS plutôt générique, mais bien fait. Parce que justement, il a pas l'air de vouloir se donner un genre. À l'intérieur, les écrans, ils ont l'air d'être pratiques, ils ont l'air d'être là pour être utiles, même si c'est 2 écrans de 10 pouces, donc quand même assez gros. On n'a pas l'impression qu'on l'a mis là juste parce qu'on voulait dire on a mis 50 pouces d'écran, et puis wow, c'est futuriste. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, effectivement. Mais tu as raison. En fait, c'est un élément, c'est une progression, en fait, pour Buick. Hein. Tu l'as dit, le nom est enregistré ici, mais c'est pas nécessairement pour qu'on ait le véhicule ici. Par contre, ce qu'on risque d'avoir, ce sont tous les éléments de design dont tu viens de parler, dont le fameux écran de 10,25 pouces. Euh, c'est intéressant parce que c'est plus grand que les écrans standards actuels, mais on n'est pas justement dans les écrans de 55 pouces grands comme ta télé. Donc, Buick a vraiment progressé dans ce sens-là. Arrive avec une partie avant qui est assez bien faite, assez bien pensée, assez bien dessinée. Ça promet. Tu as raison, c'est un peu générique, mais on a quand même des éléments de design qui devraient se retrouver sur les prochaines générations Buick. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on s'entend pour dire que c'était un petit peu vieillissant. Puis aussi, on va se le dire, c'est sûr que là, on parle du marché chinois. J'imagine que les prix sur un marché chinois sont bien différents des prix qu'on a ici. Mais en ce moment, le prix de lancement en Chine, c'est l'équivalent de 22 000 US. Disons quoi, 25-26 000 canadiens. Écoute, je m'attends pas à ce que ça coûte 26 000 ici si jamais on a quelque chose de ce calibre-là, mais quand même, on est loin du prix que peuvent aller certains VUS qui sont, du moins à première vue, pas mal de même style, de même gamme. Là. Effectivement, tu as tout à fait raison. Assez peu dispendieux, surtout que c'est considéré comme un élément de luxe, mais tu as raison aussi de dire que la Chine est un marché très particulier pour Buick. C'est un marché, écoute, qui pendant plusieurs années constituait 60% du marché mondial de Buick. Donc, évidemment, peut-être on offre un peu plus de gamme de véhicules d'entrée de gamme. Chez nous, on veut probablement continuer de progresser vers le haut. Ce sera probablement plus dispendieux, mais c'est effectivement un très beau véhicule qu'on espère, du moins pas dans sa forme actuelle, mais qu'on espère qu'il pourrait faire une apparition chez nous, là, dans une version peut-être un peu remaniée. Un des rares nouveaux modèles qu'on parle qui est pas électrique, hein, d'ailleurs. Ouais. Ben, en fait, ça m'a surpris parce que moi, je m'attendais qu'on en ait une version électrique, mais l'électrique est en train... Écoute, c'est ce que je vais dire là, je vais me faire lancer des roches, je le sens, là. Mais l'électrique est en train, dans certains cas, de prendre une autre place. Oui, il y a de plus en plus de véhicules électriques qui s'en viennent, et je pense que c'est normal, mais on constate qu'il y a des limites. Une des limites, entre autres, elle a été atteinte en Chine la semaine dernière et en Californie cette semaine. Il y a une sécheresse actuellement. La sécheresse fait qu'on est moins capable de produire de l'électricité. On demande donc aux propriétaires de voitures électriques de se calmer sur la recharge de leurs véhicules. Ce qui est un peu ironique, hein? On va se le dire, au moment où on est vraiment dans un monde où même la Californie dit à partir de 2035, il n'y aura plus de véhicules à essence, pas du tout. Mais là, on dit actuellement, il faut absolument diminuer la consommation d'électricité sur le réseau public. Donc, à cause de la grande sécheresse, on demande aux gens de baisser leur capacité de recharge sur les véhicules et de ne la recharger qu'à des moments précis, soit entre 16 et 21 heures. En fait, non, excusez, oui, c'est ça. Entre 16 et 21 heures. Donc, évidemment, ça limite les capacités de recharge parce que tu as 5 heures pour charger ta voiture, un peu moins. Ça va devenir compliqué là, de s'assurer que tout le monde puisse recharger pleinement quand tu as besoin de la recharge complète. Évidemment, c'est pas un problème qui va arriver chez nous. Là. On n'est pas rendu là, loin surtout de là. Surtout pas ici, non. Au niveau électricité, nous, ça va, là. C'est ça. Mais ça pose un des problèmes. Et ça m'amène à amener... oui, c'était une phrase qui avait absolument aucun sens. Ça m'amène à parler d'un autre dossier, c'est que chez nous, on semble avoir oublié certains éléments, comme les véhicules à hydrogène, par exemple. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. L'Allemagne est encore très, très, très présente là-dedans. La preuve, c'est qu'ils ont annoncé cette semaine qu'ils étaient pour commercialiser le X5, que l'on connaît bien, là, qui est le VUS milieu de gamme de BMW, en version hydrogène.
et pas seulement en Allemagne, mais bien dans le monde entier à la fin de cette année. Ah, bientôt, là. Oui, oui. Bon, ça va être surtout un élément de démonstration, mais c'est particulier parce que on était sous l'impression que l'hydrogène avait été un peu abandonné. Or, non, on sait que Toyota continue de travailler là-dessus, on sait que Hyundai continue de travailler là-dessus, donc on a des compagnies japonaises, on a des compagnies coréennes, et maintenant on a la preuve qu'on a aussi des compagnies allemandes qui continuent de miser sur l'hydrogène. Donc, quand je disais il y a 5 ans que l'hydrogène serait beaucoup plus important dans le mix qu'on le laissait entendre à ce moment-là, je continue d'y croire et je pense que c'est une des nouvelles qui va vraiment frapper fort parce que oui, ça veut dire que on pourrait bien revoir des véhicules à hydrogène. Et on rappelle que ben, actuellement au Québec, on est un des endroits où l'hydrogène vert se fabrique le plus. Il y a d'ailleurs eu une entente entre le Canada et l'Allemagne pour justement l'exportation de notre hydrogène vert. Et je pense que ça pourrait devenir un élément intéressant pour le transport, surtout pour le transport lourd, hein, on va le dire. Mais une fois que le transport lourd est desservi, on pourrait probablement l'adapter aussi pour le transport individuel. Moi, je pense par contre qu'il faut faire un peu attention avec l'exemple de la Californie aussi parce que, bon, la Californie, c'est pas nécessairement non plus comme si c'était la première fois qu'il y avait ce genre de problème-là à tous les niveaux, là. On parle de la sécheresse au niveau de l'eau, on parle des problèmes électriques qui sont relativement fréquents. Ben, bon, à travers les États-Unis, tu me diras, le Texas aussi était un bon exemple récemment qu'on a entendu parler, même ici dans les nouvelles, hein, de problèmes de grille électrique. Mais en somme, je pense pas nécessairement que c'est un point qui va faire perdre de la vapeur aux véhicules électriques. Parce que, au bout du compte, moi je pense que dans 10 ans, on va se ramasser avec ça pour le pétrole. Là. Je pense pas qu'on peut continuer à utiliser autant de pétrole. J'exagère peut-être avec 10 ans, parce que dans 10 ans, on va me sortir cet enregistrement-là, puis on va me dire, ben non, il y a encore du pétrole, mais disons, un jour, je pense qu'on va se ramasser dans le même bateau avec le pétrole, où on ne peut simplement pas continuer à utiliser autant. Puis la journée qu'on va être en pénurie de pétrole, on va être triste en maudit, là, pis pas juste pour les voitures. Donc moi, je pense que la vérité, c'est que ce problème-là avec la Californie, oui, c'est vrai que c'est un exemple qui peut être parlant, mais je pense que surtout, ça prouve le problème au niveau de l'infrastructure, que ce soit au niveau de la production de l'électricité, que ce soit au niveau des recharges, des bornes de recharge. Puis moi, je pense qu'une des bonnes solutions qui a été apportée, une des meilleures, disons, ce qui me donne un peu d'espoir pour le futur, c'est ce que Shell Recharge Solutions a montré. Je crois que c'était cette semaine, la semaine passée, je sais pas. Mais en gros, c'est une station-service. Ça a l'air de n'importe quelle station-service, là, avec un Tim Hortons au bout, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est un peu comme... Non, mais... Moi, j'aime ta référence. Non, mais tu vois ce que je veux dire, là. Oui, absolument. Puis c'est comme couvert avec des petites bornes, là, comme aujourd'hui avec les pistolets, mais au lieu d'être des pistolets à essence, c'est, bon, disons une douzaine de bornes de recharge. On nous dit une dizaine de rapides là-dessus, ultra rapides. Et au bout, je niaisais un peu avec le Tim Hortons, mais c'est un petit peu ça, en fait, un petit restaurant, magasin, tout ça, pour aller passer quelques minutes de sa recharge. Puis ça, selon moi, c'est ce qui manque, là, parce qu'on en a déjà parlé, je le sais, à l'émission. C'est ça le problème des voitures électriques, c'est que moi, il faut que je me déplace 1 kilomètre, une station de métro pour aller à la borne rapide la plus proche. C'est pas pratique pour moi, mais si on avait ça à la place des stations-service, les 8 qui sont autour de chez moi, peut-être que ce serait plus intéressant. Effectivement. Écoute, c'est effectivement une des solutions. Chez nous, bien sûr, on a décidé de multiplier les endroits avec le circuit électrique qui met des bornes un peu partout. Mais là où, pour moi, ça pose un problème, c'est que souvent, ces bornes-là sont placées n'importe où. Je veux dire, regarde, chez vous, là, il y en a sur le bord de la rue qui sont pas facilement accessibles. À toutes les fois qu'on est passé là ensemble, il y avait des voitures stationnées ou des camions de livraison. Ouais, de manière illégale. De manière illégale à toutes les fois qu'on est passé. La borne rapide, pas très loin de chez toi, elle est dans le fond, dans le coin d'une station-service. Tu vois même pas de l'extérieur sur la rue, il faut que tu quasiment que t'entres pour le voir. Ouais. Non, mais je suis le premier à être d'accord avec toi, absolument.
Mais justement, je pense que ça prouve notre besoin de ça. Absolument. Quand on regarde le Big Stop de Saint-Liboire, là, je me dis, s'il y en avait un ou deux là-dessus qui étaient des trucs de recharge électrique ultra rapide, on a des véhicules qui, bon, encore une fois, faut un véhicule capable d'avoir cette vitesse-là de recharge. Mais on a des véhicules qui sont capables de charger en 20 minutes à 80% maximum. Fais-moi croire que tu peux pas aller prendre ton café. C'est pas si handicapant de faire un arrêt d'une quinzaine de minutes dans un road trip, là. Je suis d'accord avec toi. Écoute, je suis absolument d'accord avec toi. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai toujours dit que l'hydrogène aurait pu avoir une place dans le transport. C'est pas à cause de l'efficacité énergétique, c'est à cause de la capacité de recharge qui, comme l'essence, prend 5 minutes à faire. Tu arrives à la pompe, tu fais le plein, tu t'en vas. Tu n'es pas obligé d'attendre. Moi, je pense que le principal handicap des voitures électriques, c'était pas l'autonomie, c'est le temps de recharge. C'est ça qui est le plus compliqué. Et surtout quand tu es sur la route, évidemment, quand tu es chez vous, que tu l'as branché, c'est un moindre mal. Là. Mais quand tu n'as pas de borne à la maison, que tu es obligé de faire affaire avec des recharges publiques, c'est ça le principal handicap. Tu as raison. Évidemment, là, les gens vont dire oui, mais là, si c'est Shell qui contrôle les recharges, on va encore être à la merci d'une grande compagnie. Ah oui, mais là, moi le premier, tu verras que je l'ai pas mentionné. Le fait que ce soit Shell me décourage un peu, mais regarde, qu'est-ce que tu veux rendu là? Ben, en toi puis moi, le Shell vend du pétrole. Demain matin, ils vont perdre le business à cause des voitures électriques qui se retournent vers une autre business, c'est un peu logique. Je comprends que chez nous, c'est peut-être moins vrai parce qu'on a un circuit électrique qui est déjà très, très bien implanté. Mais dans d'autres régions, si ce sont les pétrolières qui investissent pour convertir leur propre station-service en station électrique, ben coudonc, ainsi soit-il, puis ça va permettre de multiplier, de démocratiser les recharges, en fait. Là. Bah, c'est comme les compagnies de tabac qui investissent dans le cannabis, là. Ouais. Je pense qu'on peut voir ça comme ça. Mettons que je souris plus avec le cannabis qu'avec la recharge électrique, mais bon, c'est une autre affaire, là. On est dans un autre débat, là. Parle pas de tes habitudes de VIP, là. Bon, parlant de choses un peu insolites, changeons de sujet parce que moi, parler de capitalisme, tu me connais, ça me décourage. Ou t'aimes trop ça, et on a un temps limité quand même, là. Ah ouais, non, c'est ça, mais j'ai pas envie de pogner les nerfs sur l'émission. Ça, je réserve ça pour nos discussions enflammées autour d'une petite IPA. Mais bon, tout ça pour te parler d'une... Est-ce que tu connais ça, toi, le AT-44? Le Arctic Truck AT-44. Pas vraiment, non. Ça sonne un peu comme un char de Star Wars, hein? Comme un vaisseau dans Star Wars. Ben, moi, je te dirais que ça a l'air d'un... Ouais, quelque chose comme ça, là, un tank ou quelque chose du genre. Là. Ouais, ben en fait, c'est juste une version modifiée du Ford F-150, faite par, justement, Arctic Expedition. J'imagine que c'est... En fait, c'est Arctic Trucks, plutôt. Le nom, c'est Arctic Trucks AT-44, donc le AT étant Arctic Trucks. Et pendant, justement, une expédition en Arctique, ils sont partis de Yellowknife et ils se sont rendus jusqu'à Resolute Bay. Allez regarder ça sur Google Maps, ça se rend même pas si on essaie de tracer le trajet, là, parce que pour se rendre jusque-là, il faut rouler sur de la glace, ok? Et c'est donc pour ça que ça prend des voitures modifiées. Et malheureusement, ils se sont rendus sans problème, mais en revenant, malheureusement, sur Victoria Island, au Nunavut, il y en a un qui a passé à travers la glace. Oups! Ouais. Selon ce que j'ai cru comprendre, personne de blessé, personne... tout le monde s'en est sorti indemne. Par chance, du moins je l'espère, parce que j'ai pas lu quoi que ce soit qui me laissait sous-entendre qu'il y avait quelqu'un de blessé. Mais vu que vraiment les règles de la compagnie, puis d'ailleurs je suis bien d'accord avec ça, je suis très content que ce soit comme ça, c'est, on est en Arctique, on est dans une zone quand même en danger, on ne laisse pas de déchets, on ne laisse pas quoi que ce soit. Et ça, c'est tout, hein, que ce soit les camps qu'ils ont là-bas, aux voitures qui tombent à travers la glace, apparemment. Donc, ils sont revenus avec une grue et ils ont saisi le F-150 qui était 50 mètres sous l'eau, à l'envers. Et ils l'ont pris et ils l'ont viré de bord et ils l'ont sorti de l'eau. Et je suis obligé de te corriger, c'est pas avec une grue. C'est avec un hélicoptère. Ah oui, mon Dieu, les photos que j'avais... Ah ben oui, je viens de voir la photo. Ben, ça a l'air d'une... Je voulais dire une poulie, mais... Oui. J'ai dit grue, mais je voulais dire poulie. Mais oui, c'est ça, ça a l'air d'une grue. Mais oui, c'est un hélicoptère qui ont fait venir, parce que bien sûr, il n'y a pas de grue qui se rend là. Je voulais dire... Non, j'ai compris, mais c'est impressionnant
Ah, c'est fou, Red, ça. Mais oui, ils ont pris un hélicoptère pour faire sortir le truc qui agit ça, comme une poulie. Voilà le mot que je cherchais, et pas grue. Donc, ils l'ont comme tiré un peu, puis ensuite, ils l'ont comme transporté. Et apparemment qu'il va s'en venir à Montréal pour se faire réparer. Ah oui. Apparemment, waiting for the next sea lift to return to Montreal, pour citer. Donc, sea lift, je ne saurais le traduire, mais dans le fond, il attend son transport, son lift, jusqu'à Montréal. Pour terminer, je voulais te parler d'un véhicule un peu spécial. Un véhicule à 140 millions de dollars. Attends, non, à 140 millions de dollars. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas un véhicule de collection qui vaut ce montant-là. Là. Écoute, tantôt on parlait de 300 000, on trouvait que c'était cher. Imagine là, 140 millions de dollars. Alors, le modèle, c'est une Bentley S2 1960 qui venait du Canada. Donc, c'était une voiture canadienne qui a dû, j'imagine, récemment être vendue à quelqu'un en Australie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la carrosserie en elle-même qui vaut 140 millions de dollars. Excuse-moi, là, je fouille dans les archives, là, ça vaut 72 500 US. Effectivement, alors tous les millions de dollars que valent cette voiture-là, c'est plutôt le cristal meth et la cocaïne retrouvés, emballés dans l'intérieur de la carrosserie, en arrière des phares, entre autres. OK, attends, ils ont fait, donc, ils se servaient de la Bentley comme emballage. Ouais, même les chiens, ça les rend tout excités, hein. Mais oui, exactement, ils s'en sont servis pour transporter 30 kilos de cocaïne et 161 kilos de crystal meth jusqu'en New South Wales, donc la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Malheureusement pour eux, si ça l'a sorti du Canada, ça leur a pas rentré en Australie parce que les gens à la frontière ont apparemment vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont vu, mais ils ont décidé de faire passer au rayon X la voiture et en enlevant les phares à l'avant, ils se sont rendus compte qu'il y avait à l'intérieur sac après sac après sac de drogue, voilà. Et donc, une voiture de 75 000 à peu près s'est rapidement transformée en voiture à 140 millions de dollars, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Non, c'est ça. Rendu là, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs qui auraient payé ce prix-là pour la voiture, mais il y a quelques revendeurs, sans aucun doute, qui ont perdu leur investissement. Oui, c'est ça. Malheureusement, je pense que c'est le genre de collection qui se passe assez vite, ça. Oui, effectivement. Mais pas au même client. En tout cas, non, c'est son. Gardons notre air de jeunes hommes respectueux. Effectivement. Alors voilà, c'est sur cette note tout à fait enthousiasmante de voiture classique que se termine cet épisode de Gotchard, un de plus. Merci beaucoup, William. Merci à toi. On vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur la plupart des sites où sont diffusés Balado Québec, entre autres, où sont diffusés les podcasts. Vous pouvez aussi le retrouver sur marcbouchard.ca, qui est ma page, mon site web. Bien sûr, on met des liens sur les médias sociaux. Gotchard Podcast sur Facebook, gotchard.podcast@gmail.com si vous avez des questions, ou bien sûr nos pages Facebook de Marc Bouchard et William Bouchard. Voilà qui fait pas mal le tour. On vous remercie de nous écouter. On vous invite à nous envoyer des questions, des commentaires si vous en avez. Mettre aussi vos avis sur les différentes plateformes. On va les consulter quand on en a, bien entendu, et on apprécie. Et en attendant, ben écoute, William, sur ces belles paroles, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Ben, je sais pas si je vais avoir des sujets aussi pertinents pour la semaine prochaine, là, mais écoute, à la semaine prochaine quand même. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.